Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, nous revoilà, enfin plutôt me revoilà pour de nouveaux épisodes qui seront, j'espère, enrichissants. J'espère que vous avez passé un bel été, vacances ou pas, que vous avez réussi à choper un peu de vitamine D malgré ce temps un chouï déprimant. Me concernant, ça m'a fait du bien de déconnecter un peu, de changer de ma routine, parce que je travaille principalement de chez moi, donc autant vous dire que je croise peu de monde d'habitude, à part mon mec et mon chien, ma meilleure collègue de travail, et que je ne sors pas des masses. Me revoilà donc motivée pour cette nouvelle saison d'Horizon Podcast. Le premier épisode tombe à pic car nous allons parler du burn-out. Et oui, là on est tout frais, on a eu du temps pour se remettre du stress de l'année, se détendre la nouille au bord de la piscine, mais on peut vite reprendre nos sales habitudes de boulot qui nous rongent de l'intérieur et nous stressent comme il le faut. Pas de panique, Anne-Victoire Rousselet, psychologue et psychothérapeute, spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, va nous donner des pistes pour prévenir le burn-out, écouter les signaux et s'en remettre. Surtout que ces 2 dernières années, avec le confinement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait des burn-out chez eux. My God. Voilà, écoutez, bonne écoute Bonjour Anne-Victoire. Bonjour Léna. Je suis ravie de t'accueillir pour parler d'un sujet super sympa, j'ai nommé le burn-out ou l'épuisement professionnel. Oui. Alors tout d'abord, une petite question classique, mais comment on caractérise le burn-out ? Quel est son mécanisme ? Parce que j'ai l'impression que ce problème, il est vicieux, il prend du temps à venir, il se développe petit à petit sans qu'on s'en rende compte forcément parce qu'on est en plein dedans. Comment ça se passe ? Déjà le burn-out, c'est une dépression professionnelle en fait, c'est un phénomène dépressif. Donc c'est juste un anglicisme, hein. Mais c'est une dépression dont la particularité est liée au contexte professionnel, qui se développe dans un contexte professionnel et qui donc en général trouve une résolution plutôt rapide par un arrêt, voilà. Mais en réalité, cette dépression s'attaque principalement, ce burn-out, aux gens qui sont assez perfectionnistes et qui sont en demande de reconnaissance. Donc c'est vrai qu'on a des profils un peu spécifiques qui sont sensibles particulièrement au burn-out et qui vont ne pas dire non, commencer à prendre plus, etc. Donc, c'est des phénomènes dépressifs, ça veut dire quoi? Tristesse de l'humeur, perte d'envie, perte d'énergie, perte de motivation, on a du mal à prioriser les objectifs, les choses qui sont à faire, et beaucoup de choses passent devant, et notamment le travail. Un mail qui peut paraître insignifiant va être traité à 22-23 heures. Voilà. Déjà, ça, c'est des signes de fragilité. Alors, tu as raison, ça peut s'installer un peu insidieusement. Ça peut s'installer insidieusement parce que il y a des restrictions de poste. Tout d'un coup, on compense la charge d'un collègue, d'une collègue qui est en arrêt ou qui est un petit peu moins performant à un moment donné. On fait des choses un peu pour rendre service. Et puis, progressivement, finalement, la charge devient tellement importante, mais de façon très progressive, qu'on n'arrive plus du tout à prioriser et à faire son travail. Ouais. Avec un sentiment de dévalorisation, évidemment. J'y arrive pas, je suis pas capable, etc. Ouais, en tout cas, oui. Le côté perfectionniste, je vois très bien. Est-ce que le burn-out, il peut être... là, tu as parlé du contexte professionnel, mais est-ce que ça peut être un burn-out d'autre chose ? Ou alors, finalement, c'est d'autres termes ? Bah, ça pourrait être, par exemple, les aidants qui ont quelqu'un dans leur famille qui a une maladie chronique ou un Alzheimer, ou voilà, les aidants peuvent être en burn-out parce que c'est une sollicitation permanente. Ouais, ouais. On devient plus le proche, on devient l'infirmier, on devient le psychologue, on devient le kiné, et en plus on est le proche. Donc oui, on peut avoir finalement la même chose, hein, c'est l'accumulation de charges affectives et d'activités qu'on doit faire pour aider l'autre, qui vont faire qu'on ne va plus avoir ni de temps pour soi, ni de ressources, et que ça nous paraît être une priorité. Et en même temps, c'est vrai, s'occuper de son vieux parent malade est une priorité. Ça veut dire qu'on va faire moins des autres choses. On va moins travailler, on va peut-être moins voir ses amis, etc. Donc oui, c'est une restriction du champ des activités personnelles pour se consacrer à quelque chose d'autre. Donc on peut avoir un burn-out professionnel principalement, et je vois les aidants. Après, je ne sais pas si tu penses à autre chose. Moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait avoir un burn-out autrement. Un surmenage, que ce soit personnel, par exemple.
Après, vu que ça ressemble à une dépression, je pense qu'on peut tout mettre aussi dedans, hein, mais Bah, le surmenage, si, s'il est personnel, on appelle ça un surmenage et c'est souvent un petit trouble anxieux et ça pousse pas forcément à la dépression, quoi. On parlera, de difficultés d'organisation, ouais, de gestion du temps, de priorisation. Burn-out, c'est vraiment l'idée qu'on a, grillé, qu'on n'a plus du tout de recul par rapport à ce qu'on est censé faire. Donc, ça va quand même se caractériser par des choses qui sont plutôt liées à l'extérieur. hmm. Et alors, c'est quoi les symptômes du burn-out? Est-ce qu'ils sont toujours à peu près les mêmes ou alors ils diffèrent en fonction des personnes? Bah alors, il y a, alors déjà, dans tous les phénomènes dépressifs, y compris le burn-out, il y a déjà deux premiers repères qui sont l'alimentation et le sommeil qui vont être perturbés. Ou dans un sens hypo, donc moins, ou dans un sens hyper, plus. Donc, où on va plus manger, moins manger, des aliments de mauvaise qualité, on va favoriser une nourriture rapide qui nous apporte pas les nutriments pour gérer nos émotions, parce qu'on parle beaucoup des nutriments pour le corps, mais le corps, la tête sont associés très largement. Donc, il s'agit aussi de comprendre que ça nous permet de gérer les émotions. Donc, un sandwich ne permet pas d'avoir la qualité nutritive pour gérer ses émotions. Et donc, quand c'est fait quotidiennement, ça lèse, ça carence le cerveau, le corps pour gérer tout un tas de choses, notamment les émotions. Il y a le sommeil aussi, donc le sommeil hypo ou hyper, on commence à avoir des insomnies, des réveils nocturnes, des réveils anxieux, on se réveille avant le réveil, on a du mal à s'endormir. Donc le sommeil est perturbé, ou alors on est très fatigué, on a tout le temps envie de dormir. Donc hypo ou hyper, sommeil et alimentation sont les premiers signes d'une surcharge. Ensuite, on va avoir tous les signes liés à l'humeur, donc la tristesse, l'émotionnalité un peu plus importante, une réactivité émotionnelle plus forte, donc dans un contexte qui peut être tout à fait neutre. On se met à pleurer devant un film qui n'est pas forcément à connotation émotive, des choses comme ça, ou parce qu'on perd un jeu de société, ou voilà, bon, des choses qu'on ne faisait pas d'habitude. Donc il y a des changements de comportement qui sont dits un peu durables, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis au moins 15 jours. Donc ça fait partie des critères. Hmm. Et puis, il y a toute la sphère, on va dire, estime de soi. Donc, je me sens dévalorisée, je me sens pas capable de faire des choses. Donc, je vais moins à des réunions de groupe, à des dîners, à des événements. Je me prive, je m'inhibe, je restreins mon champ d'activité. Je diminue aussi mes activités personnelles, sportives, créatives, tout ce qui d'habitude me fait du bien. En général, c'est les premières choses que je vais diminuer pour pouvoir retrouver du temps, pour dormir, etc. Et puis, enfin, il y a toute la sphère cognitive. Donc, on a plus de mal à se concentrer, à mémoriser, à faire attention, etc. Ouais, c'est intéressant. Intéressant, intéressant. Je suis en train de réfléchir par rapport à mon chéri parce qu'il travaille beaucoup, qui s'est aussi beaucoup occupé de moi pendant ces 3 dernières années. Et justement, il a fait une petite insomnie. Il en fait de manière régulière, alors qu'il le faisait pas avant, tu vois. Donc, je vais repérer ça. Et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue métabolique? Alors, et pourquoi le corps il finit par lâcher et ne plus en pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, cette question de la nutrition et du sommeil. Ouais. Ça, il faut savoir que la question de l'alimentation, elle est fondamentale pour la... C'est nos ressources, en fait, c'est l'essence qu'on met dans le moteur. Hein. Donc, si l'alimentation n'est pas adaptée et ne permet pas d'avoir les vitamines, les protéines, enfin, tous les nutriments, les oligo-éléments, etc., euh, on va à un moment avoir des petites notes de dysfonctionnement du cerveau avec voilà, une hyper émotionnalité. Par exemple, le sucre rend nerveux, le sucre énerve. Donc les gens qui mangent trop de sucre sont des gens un petit peu plus nerveux, mais aussi très fatigables. Parce que ça engendre une forme de nervosité, mais ça fatigue aussi. Parce que c'est quelque chose à digérer qui est difficile à digérer. Donc la question des nutriments de l'alimentation, c'est fondamental. Et puis, pour le cerveau et pour le corps en règle générale. Et ensuite, pourquoi ça grille? Parce qu'en fait, on maintient cet état de tension sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Si on a une grosse semaine de stress professionnel ou autre, bon, ça passe, on se repose un peu plus derrière, on prévoit un gros week-end, bon. Mais si on maintient cette tension sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on va observer un phénomène d'épuisement, c'est-à-dire qu'on va pomper dans les ressources du corps. Et puis le cerveau, le corps sont très intelligents, c'est une machine très intelligente. C'est-à-dire que ça va économiser là où ça peut. L'idée, c'est de préserver les fonctions vitales. Donc, dans un contexte où on est en train d'épuiser nos ressources, c'est ça qui se passe, hein, un burn-out, c'est qu'on n'a plus de ressources. Okay, on est en train d'épuiser nos ressources et de ne pas assez recharger avec l'alimentation
et le sommeil. Donc comme on ne recharge pas assez, progressivement on grignote les ressources, d'accord? Et on va se retrouver avec un corps qui fait des économies d'énergie pour pouvoir permettre, au corps de fonctionner, c'est-à-dire, les fonctions vitales, cœur, poumons, voilà, des choses, respiration, donc des choses simples, vont être maintenues, mais pas le reste. C'est-à-dire que la gestion des émotions va être abîmée, la concentration, la mémoire, l'attention. Tout ce qui paraît à ce moment-là au cerveau secondaire parce que, c'est pas vital, d'accord? Même si, on peut dire: «Bah oui, la concentration, c'est vital. Si je regarde pas la route, je peux me faire renverser». C'est vrai, mais c'est pas vital au sens, 1er du terme. Mmh. Donc, si on n'a pas ce qu'il nous faut pour manger, ce qu'il nous faut en sommeil, et si on dort entre guillemets alors, le temps de sommeil, c'est 6 et 8 heures pour un adulte, normal. Un adulte, qui est, fatigué, qui prend des traitements, quels qu'ils soient, hein, psy ou autres, devrait dormir entre 8 et 10 heures par nuit. D'accord? Donc si on n'a pas ça, en fait, on va commencer à carencer. Donc l'urgent, je dirais, quoi qu'il arrive dans ces contextes-là, c'est l'hygiène de vie. Et alors, d'en venir à ça, comment ça grille finalement? Comment ça se manifeste quand tu dis que ça grille? C'est que la personne ne peut plus se lever ou il y a d'autres symptômes? Comment ça se passe? Bah, alors ça peut être ça, ça peut être du mal à se lever, ça peut être, je sais pas, je regarde, un documentaire, je me rappelle pas ce qui s'est passé, je lis un truc, je m'en rappelle pas non plus. Oh je commence à oublier mes clés. Enfin, des petits comportements dont j'ai pas l'habitude en fait, qui ne me ressemblent pas. D'accord? Mettre en colère, l'irritabilité, j'ai évoqué l'irritabilité, la dépressivité, je me dire: «Ah non mais moi je suis pas capable, oh je suis con, j'ai oublié ça», voilà des petits signes comme ça qui ne nous ressemblent pas, sont des signes quand même d'épuisement. Et donc c'est comme ça qu'on peut commencer à repérer que ça grille. D'accord? Ouais, C'est pas nous, quoi. On rigole plus, on est un peu plus on est terne, à on bout. prend les choses au premier degré. Comment? On est à bout. Enfin, on Ouais, est irritable. ouais, c'est ça, exactement. Donc ça peut être des signes, de burn-out ou de dépression en règle générale, hein, même. Mais c'est vrai que sans en arriver là, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans ce schéma-là. Même moi, hein, je le vois ces dernières semaines, j'ai eu énormément de travail. Et j'ai par exemple des fois bossé jusque 3-4 heures du matin. J'ai fait des insomnies à la suite parce que mon mental, évidemment, il était à fond. Et j'en ai fait ouais, 3 ces dernières semaines, des insomnies, ce qui m'arrive pas tout le temps, heureusement. Et là, tu vois, je sens que ça se relâche un peu, mais en même temps, je suis hyper fatiguée, donc j'ai puisé dans mes réserves. Je le sens. Mmh. Après, heureusement, moi j'ai une bonne hygiène de vie, en tout cas, je m'y attache vraiment pour l'instant, parce que aussi je suis déjà allée trop loin, donc maintenant j'ai cette notion-là d'équilibre, j'essaye en tout cas de le garder. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont susceptibles de faire un burn-out, quoi. C'est de plus en plus quand même. Bien sûr, et puis on est aussi dans un mouvement où on nous demande de plus en plus. Où faut, bien manger, être sportif, être un bon professionnel, être une, gentille femme, une bonne maman, un bon papa. Enfin bon, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'exigences autour de nous, dans l'environnement, avec un peu un diktat aussi des réseaux sociaux qui les gens ne montrent que, les choses qui vont bien et qui sont jolies. Donc c'est vrai que ça met une pression considérable, que les gens se disent: «Ah bah, si les autres y arrivent, pas normal que j'y arrive pas». Donc ça peut induire un fonctionnement assez dépressif de dire: «Bah, les autres y arrivent, pas moi, c'est pas normal, je suis donc moins bien» et cetera. Donc c'est vrai que, il y a une tendance aussi actuelle au tout de suite maintenant. Or, bah, une hygiène de vie, par exemple, si on en a une mauvaise, ça se construit. C'est pas du jour au lendemain que, on mange parfaitement bien, que voilà, on rééduque des choses. Si par exemple, j'évoquais le sucre, que quelqu'un a envie de diminuer le sucre, bah, on commence par le diminuer, par se contenter que des sucres des fruits. Si, on met 3 cuillères de sucre dans son café, on commence par en mettre 2, puis 1 et cetera. En tout cas, les choses se Progressif. font progressivement. Ouais, Mm. progressivement parce que, une déstabilisation de toute l'hygiène de vie, c'est une déstabilisation aussi de notre corps et de notre psyché, quoi. Et Donc puis ça, c'est surtout vraiment que important de l'intégrer. je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent du sucre ou des cochonneries parce que ça leur fait du bien et c'est une manière de fuir toutes les émotions qu'elles ressentent. Bien sûr, c'est un Mm. apaisement fondamental. Ouais, ouais. Ça apaise énormément le sucre et c'est pour ça que c'est consommé. C'est-à-dire, Mhm. c'est comme certaines drogues, c'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, ça apporte une forme de plaisir. Alors après, parfois une culpabilité, mais le pic de plaisir est très court, hein, de l'ordre de quelques secondes, hein. Il y a eu des études sur le Nutella, on sait que c'est 4 secondes le pic de plaisir de Nutella, donc ce qui explique que les gens mettent la cuillère dans le pot, quoi. Ouais, tu Hein, parce m'étonnes. que 4 secondes, c'est court, quoi. Ouais. Donc finalement, ces aliments très sucrés sont assez relativement addictifs, avec un plaisir court terme, une récompense court terme, mais des conséquences négatives après, parce qu'il y a une fatigue. C'est pas vrai que les gens qui tapent dans le pot de Nutella, après, vont courir un marathon pour évacuer ça, quoi. En général, c'est télé.
Et puis je pense qu'il y a le problème de l'alcool, à mon avis, le soir, quand tu as eu une grosse journée, hop, pour un petit peu être plus serein, on en prend une, et puis ça grandit, puisqu'on s'habitue à l'alcool aussi, ou d'autres trucs. Hein. Alors, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est un comportement qui peut faire partie des comportements à observer quand on va un peu moins bien. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui, dans un contexte de stress professionnel, ont commencé à boire un verre d'alcool le soir pour se détendre, en effet. Mais donc, c'est un sujet. Si c'est pour se détendre, ça veut donc dire qu'on est tendu. Voilà, ouais, exactement, ouais. Mm. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs phases dans un burn-out. Alors, il y en a certains qui parlent de 7 étapes, d'autres de 3. Bref, je pense que chacun a sa version des faits. Mais est-ce que toi, tu y vois plusieurs phases aussi? C'est-à-dire, par exemple, il y en a qui ça va être la crise. Ensuite, on va récupérer, se reposer, reprendre de l'énergie. La deuxième phase, ça va être de comprendre ce qui s'est passé. La troisième, le retour au travail. Enfin, tu vois, plusieurs étapes. Alors, il y a plusieurs étapes, ça c'est sûr. C'est un révélateur. Toute dépression est un révélateur de son fonctionnement et d'une inadéquation entre nous et l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où moi, dans mon environnement, ça marche plus. Donc, ou je me change moi, ou je change mon environnement. Mais il y a une interaction qui ne fonctionne plus. Donc, c'est d'abord une crise, en effet, une crise qui mérite un apaisement. Donc, souvent un petit arrêt, quelques jours, 4 jours. Pour un début de burn-out, 4 jours, c'est suffisant. Parfois, ça peut aller jusqu'à 15 jours d'arrêt, voire plus. Hein. J'ai une dame qui a été arrêtée 10 mois Hmm. parce qu'elle ne voulait pas s'arrêter. Donc voilà, mais on voit le perfectionnisme, etc., qui sont à l'œuvre. Donc il y a d'abord cette phase de crise, d'arrêt et de récupération. Après, il y a une phase un peu d'angoisse. Oh là là, il faut que j'y retourne. Comment je vais faire? Oui, on va Et en donc, parler, ça. ouais. Et il y a un changement en fait à opérer. Donc dans cette troisième phase, on va dire, puisqu'il s'agit de parler de phase ou d'étape comme tu veux, mais dans cette étape-là, on va d'abord s'intéresser à qui je suis, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai glissé comme ça, pourquoi ça m'est arrivé à moi, quelle forme ça a pris et pourquoi, et qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça se reproduise. Donc c'est là qu'il y a une place pour la psychothérapie parce que l'idée c'est de comprendre qu'on a des mécanismes à nous. Donc le perfectionnisme, ça a peut-être marché hein, quand on était à l'école. On avait des bonnes notes, demande de reconnaissance, le petit chouchou de la maîtresse, etc. Ça marchait. On avait des facteurs positifs liés à ça. Et puis progressivement, ça s'est éteint. Il y a moins de facteurs positifs, il y a moins de renforcement, avec une charge qui est de plus en plus importante. Donc on va essayer de voir où est-ce qu'on va mettre les limites, où est-ce qu'on va mettre les curseurs. Et donc ça, c'est un apprentissage de soi, d'accepter aussi peut-être pas si imperfection, c'est-à-dire on peut bien faire les choses sans les faire parfaitement. Et donc ça, c'est parfois des révélations pour eux. Et puis ensuite, progressivement, reprendre le cours des choses en mettant en place ce qu'on évoquait, l'hygiène de vie, mais aussi des garde-fous, des limites. À quel moment j'arrête, à quel moment je pars de chez moi, en termes d'horaire, je pars du travail, en termes d'horaire, etc. En tout cas, on va mettre en place ces petits garde-fous et c'est après, une fois que ça s'est mis en place et qu'on a repris le travail, que la thérapie peut s'arrêter. Ouais, c'est vrai que c'est là où on voit que le confinement n'a pas aidé. Moi, j'ai beaucoup de gens, donc je travaille dans la pub, et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont fait des burn-out parce que dans le premier confinement, il n'y avait plus de limite. Il n'y avait pas de limite du matin, du soir. Et effectivement, il y a aussi ce point intéressant que tu disais sur le fait que, en fait, on n'a pas de récompense, donc on donne encore plus, on donne toujours plus. Et au final, je me souviens, moi, un Mmh, jour, on m'avait dit, si on ne dit rien, c'est que c'est bien. Alors déjà, cette mentalité, je la trouve formidable, mais dans ce point de vue-là, c'est pas étonnant qu'il y ait des burn-out, quoi. c'est clair. Donc toi, tu parlais des perfectionnistes. Il y a des profils de gens qui souffrent du burn-out qui se ressemblent. Mais est-ce que en dehors des perfectionnistes, il y a d'autres profils où c'est assez diversifié? C'est pas très diversifié. Ouais, donc c'est surtout les perfectionnistes. Puisque de toute façon, c'est ceux qui se font chier à plaire à tout le monde et à bien travailler qui finissent par un burn-out. C'est souvent les perfectionnistes et les gens en demande de reconnaissance. D'accord. Ce qui est étonnant, c'est le cercle vicieux dans lequel les gens tombent, c'est-à-dire que les individus ils commencent à avoir des symptômes de burn-out, ils commencent également à perdre le contrôle sur leur vie, et du coup ils redoublent encore plus d'efforts pour essayer de reprendre le contrôle, et c'est vrai que là c'est le drame, ça s'empire. Et c'est ça qu'en fait il faut, comme tu dis, il faut peut-être à un moment se poser pour se dire, bon, où est-ce que j'en suis? Là je sens que je suis un petit peu à la limite, j'ai trop travaillé, je me sens pas bien, je me sens irritable, enfin c'est vraiment apprendre à reconnaître les signes, quoi. Bien sûr. Bien sûr, c'est déjà apprendre à se connaître en fait. Hmm. La base, c'est savoir s'auto-observer. Moi, je sais que quand je commence à faire comme ça, des gestes d'irritabilité, d'impatience dans la rue, quand les gens n'avancent pas assez vite ou qu'ils regardent leur téléphone, c'est signe que je suis fatiguée. Donc, signe que je suis fatiguée, signe qu'il faut que je me repose, que j'en fais trop. Et donc, plus tôt je lève le pied, et plus vite je me remets. C'est-à-dire que je peux très bien me dire, voilà, petit signe d'irritabilité. Allez, c'est signe que ce week-end, il faut se reposer un peu plus, il faut un peu plus dormir, et puis c'est tout. Hmm. Et ça passe.
et ça passe. Ça, c'est un apprentissage. C'est-à-dire, oui, ça veut dire qu'on apprend à s'auto-observer, on apprend à se connaître, on apprend à savoir comment on réagit et à quoi. On n'a pas tous les mêmes ressources, le même niveau d'énergie, on n'a pas tous la même éducation, la même expérience de vie. Donc, c'est pas les mêmes choses qui sont importantes pour les uns et pour les autres. Il y a des gens qui sont perfectionnistes, ils ont été élevés comme ça. On leur a dit qu'il fallait toujours donner le meilleur de soi-même, que c'était ça qui était important, que la fatigue c'était rien, on se reposera quand on sera mort. Enfin voilà, ce genre de petites phrases qui font grandir de façon différenciée, parce qu'il y a des gens qui sont pas sensibles du tout à ça, et d'autres complètement poreux. Donc là-dessus, on est profondément inégaux. Exactement. Ouais. Est-ce que du coup, pour fixer la limite, c'est quoi? Il faut apprendre à faire le silence en fait en soi. Il faut apprendre à se poser un petit peu, à se dire bon comment c'était cette semaine, etc. C'est se prendre rendez-vous avec soi-même. Ouais, mais même chaque jour, quelques minutes chaque jour, quand on se couche ou quand on rentre à la maison, avant de dîner, ou voilà, peu importe, hein, mais comment s'est passée cette journée, qu'est-ce qu'il y a eu d'important, qu'est-ce qui m'a touchée, est-ce qu'il y en avait trop, est-ce qu'il n'y en avait pas assez, qu'est-ce que j'aurais pu y rajouter, comment ça aurait pu être mieux, voilà, Hmm. comment j'aurais pu plus prendre soin de moi, quel est le bilan de cette journée. Il y a des journées qu'on a qui sont très denses et qui nous procurent aussi beaucoup de satisfaction. Ouais, ouais, ouais. Tout dépend d'ailleurs des émotions qu'on sent. Les bons Ouais. indicateurs. Parce que ce qu'on fait nous ressource aussi, hein. C'est-à-dire il n'y a pas que ce qu'on mange et ce qu'on dort. Ce qu'on fait, il y a des choses qui nous remplissent, qui nous rendent heureuses. Mais c'est pas. Et parfois, selon l'état du corps à ce moment-là, ces mêmes choses peuvent nous épuiser. Je dis n'importe quoi, mais la première fois que je participe à, je sais pas moi, une conférence sur le burn-out qui me passionne, bah, je peux être très enthousiaste, faire toutes les communications, poser plein de questions, dépenser beaucoup d'énergie et avoir une très grande satisfaction, me sentir nourrie, remplie de tout ça. Comme je peux tout à fait participer au bout de 10 ans à la même conférence et puis ça me pèse, je sais déjà tout, les gens viennent, posent des questions et finalement, j'ai pas du tout la même satisfaction. Donc, c'est important de savoir où on en est et ça, c'est évolutif. Ça peut pas être la même chose de ma première année de vie jusqu'à la dernière. Ça évolue constamment. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Ça peut changer. Même là, par exemple, il commence à faire beau, etc. On n'a peut-être pas les mêmes besoins. Peut-être que cet hiver, on avait plus besoin, plus envie de lire. Ça nous ressourcerait plus, ça nous faisait du bien, ou de regarder des séries, ou que sais-je. Mais aujourd'hui, peut-être que ce qui nous fait plus de bien, c'est de voir du monde, se sociabiliser, etc. Donc tout ça, il faut l'écouter, il faut le comprendre, il faut pouvoir avoir un temps où ouais, on essaye de comprendre ce dont on a besoin. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que l'un des caractéristiques du burn-out, c'est le déni. Donc ça va peut-être aussi avec le fait que les personnes, elles se remettent pas en question, en tout cas, elles prennent pas le temps le soir ou une fois par semaine de se dire comment ça s'est passé, comment je me sens. En fait, elles se remettent tellement, elles, en question que il n'y a pas d'option sur le reste. C'est-à-dire, c'est moi qui vais pas bien, c'est moi qui sais pas faire les choses, c'est moi qui suis pas capable. Donc, comme c'est de mon fait, je cherche juste à. C'est déjà dépressogène, hein, se remettre trop en question et pas assez l'environnement. Donc, elles cherchent pas à regarder ce qu'elles vivent de façon plus objective. Elles sont plutôt dans quelque chose de jugeant. T'es nul, t'es pas capable, non, non, non. C'est pas ah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait du bien, qu'est-ce qui t'a pas fait de bien. C'est t'as pas été capable de faire ça, t'as pas été capable de faire ça, etc. Et donc là, on sait qu'on est déjà dans un fonctionnement dépressogène et qui est subdélirant, c'est-à-dire en dessous du niveau du délire où on est persuadé qu'on est le plus nul, sauf que si on était le plus nul, bah, on serait peut-être plus à ce poste, qu'on nous ferait peut-être pas confiance, que on n'en serait peut-être pas arrivé là, on aurait peut-être changé de métier, on comprendrait pas ce qui nous arrive. Enfin, en tout cas, il y a plein d'autres facteurs, mais à ce moment-là, on est complètement privé de sens critique et d'objectivité. Hmm. Et alors, quand on prend conscience qu'on est en train de faire un burn-out, on ne peut pas rester seul, évidemment. Qui est-ce qu'on peut aller voir? Donc, tu as parlé de psychothérapie. Je parle de ce que je connais, hein. Je pense que après, tout ce qui va faire du soin de soi, euh, ça va nous faire du bien. C'est-à-dire que ce soit du massage, de la kiné, de la sophro, psycho, aller voir son médecin, prendre soin de soi, faire des choses qui nous font du bien. Là, j'ai une dame qui était en burn-out, donc là, ça a été 2 semaines d'arrêt parce que ça fait
2-3 mois que je la tanne Mhm. pour ralentir. Et puis bah là, ce qui lui fait du bien, c'est de voir des amis, c'est voilà. Donc elle me voit, mais elle me voyait déjà. Donc le fait d'arrêter de travailler pendant 2 semaines, plus le fait de voir des amis, de sortir, de faire un peu d'activité physique, etc. En fait, de retrouver ce qui leur faisait plaisir avant. Voilà, et qu'ils n'étaient plus du tout capables de faire parce que le reste prenait trop de place. Là, en l'occurrence, le travail Hmm. Ouais, prenait ouais. toute la place même. Ouais, effectivement, ouais. Mais c'est vrai que comme tu dis, le pire dans ces arrêts maladie, c'est que certains éprouvent de la culpabilité ou de la peur du temps qu'ils sont en train de perdre pour travailler et la tonne de dossiers qu'ils vont devoir retrouver, qu'ils vont devoir bosser, la tonne de mails, etc. Et alors comment on peut s'en détacher? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la culpabilité et contre l'idée que c'est de notre faute si on fait un burn-out? Alors, moi, je leur explique que c'est un symptôme, en fait. C'est le cas, hein, c'est un symptôme. La culpabilité, c'est un symptôme. Et que le plus dur, c'est de prendre la décision de l'arrêt. Enfin, Hmm. qu'ils acceptent. Déjà, il y a une autorité qui est le médecin qui va leur dire, voilà, je vous propose, je pense que c'est bien de vous arrêter. Et donc, bon, déjà, c'est légitimé par une instance, une autorité. Mais il y a cette culpabilité, tu as tout à fait raison, qui va être là pendant jusqu'à ce qu'on décide en fait. Une fois qu'on a l'arrêt, une fois qu'on l'a annoncé au boulot, il y a un soulagement. Donc moi je leur décris en fait ce que j'ai déjà observé chez d'autres, hein, par ce soulagement, cet apaisement qui arrive à partir du moment où on accepte l'idée que on n'est pas dans un état normal et que cet arrêt est nécessaire. Hmm. À partir du moment où ils acceptent que c'est pas normal et qu'on ne peut pas continuer comme ça, parce que moi c'est comme ça que je leur explique, bah, là vous voyez bien que vous êtes épuisé, on ne peut pas faire face à la charge professionnelle, personnelle, etc. parce qu'il y a un épuisement. Il ne s'agit pas de dire que la question n'est pas de qui c'est la faute ni pourquoi. La question est plutôt de savoir comment est-ce qu'on sort la tête de tout ça. Et une pause nous permettra d'y voir plus clair. Parce que cette pause-là nous dira est-ce que c'est vraiment le travail ou pas. Dans le Ouais. cas où ils ont un doute. Ouais, non, mais c'est fou cette culpabilité, quoi. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à l'épuisement parce que justement, on n'a peut-être pas assez de récompenses si on fonctionne dans ce système-là. Donc, vu qu'on est perfectionniste, on y va à fond, à fond, à fond, on s'épuise. Et puis, encore après, comme tu dis, eh ben, on éprouve de la culpabilité. Donc, c'est toujours, en fait, on ne sait jamais assez, quoi, par rapport à nous. C'est vraiment une vision qu'on doit travailler de nous-mêmes. Ouais, ce que j'appelle le phénomène de double peine. C'est-à-dire, Déjà, ah on oui, n'est pas bien et en plus on se culpabilise de ne pas être bien. exactement. Ouais. C'est pas juste. Ouais, c'est clair, exactement. Est-ce que toi, avec ton expérience, tu as souvent eu des patients qui ont fait un burn-out, qui sont arrêtés à les quelques jours et qui en ont refait et qui sont réarrêtés à nouveau et ça a été un peu un cycle? Bah, avec les méthodes que j'ai, non. Non, parce qu'en fait, c'est une telle souffrance. C'est une telle souffrance que quand ça arrive et que, bah, moi, avec les méthodes que j'ai, en tout cas, les gens qui viennent me voir, je leur explique le fonctionnement, ce que je viens d'expliquer là, hein, la question du manque d'estime de soi, dévalorisation, culpabilité, manque de reconnaissance, perfectionnisme, etc. Je leur dis, bah, si on s'arrête et qu'on reprend comme ça va recommencer. Exactement. C'est écrit, d'accord? C'est écrit, si on ne change pas de fonctionnement. Donc, mais on sait qu'en général, donc, ils ont très peur, ah là là, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, comment je vais faire, etc. Quand on leur explique la marche à suivre, la question de poser les limites, c'est un petit peu militaire sur l'emploi du temps, au début, de se mettre des rendez-vous après pour éviter, voilà, mettre de rendez-vous kiné à 19h pour éviter de rester trop longtemps, etc. Quand on leur explique tout ça et qu'ils commencent à le mettre en place, ça va très vite en fait. Hmm. Ils ont très vite compris, quand on a fait ce travail un peu de qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, comment je vais savoir si je suis heureuse, etc. Quand on a fait ce travail un peu de fond et qu'on a pu poser les limites, ils ne reviennent pas pour la même chose, hein. Oui, puis c'est vrai que des limites au travail, ça peut, comme tu dis, effectivement, tu te mets un rendez-vous comme ça, t'es sûr que t'es obligé de partir le soir. Et puis aussi le fait de pas manger devant son ordinateur, de se forcer à sortir, je pense, manger peut-être une salade plutôt qu'un sandwich, ou se faire un repas, en fait, qu'on emmène, ou aller dans un petit resto de temps en temps pour se faire plaisir, mais en même temps manger des bons nutriments. Ce genre de Mhm. détails, en fait. Oui, une fois par semaine pour un peu plus de temps et puis aller, si on peut le faire, et déjeuner avec un ami, des choses comme ça, oui, des petites choses comme ça qui font que la semaine est considérablement différente. Encore faut-il ne pas avoir aussi quelqu'un qui nous harcèle au boulot. Tu vois ce que je veux dire en termes de chef. Dans ce cas-là, il faut sûrement Ouais. changer de boulot d'ailleurs, de toute façon. Mais C'est possible. Ou en tout cas, mais c'est encore un autre sujet, c'est la question du harcèlement. Hmm, Le burn-out n'intervient pas forcément dans un contexte de harcèlement. ouais. C'est nous, notre propre harceleur, hein, dans le burn-out.
C'est nous qui nous dites, ah, il faut faire ci, il faut faire ça, on t'a confié ça, il faut que tu ailles au bout. Alors, si c'est pas possible, notre travail en tant que professionnel, c'est de dire que c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu sais, moi je suis intermittente et donc je travaille à mes heures en fait. Mais ces dernières semaines, vu que j'avais beaucoup de pression, j'avais envie de m'avancer le soir. Donc je travaillais aller de 21h à minuit. Ce qui en fait est hyper nocif parce que de toute façon, après, t'es énervé, t'es dans ton travail. Donc ça se passe pas bien. Il faut savoir faire une pause, se forcer à se dire à 20h, bon, allez, j'arrête et tant pis, je commencerai demain. Autant avoir une bonne nuit de dodo et commencer plus tôt en étant plus serein que continuer le soir à faire ces petits trucs et à être hyper énervé et à mal dormir au final. Exact, exactement. Ouais. Et j'avais lu aussi que quand on est en burn-out et qu'on est en train de se reposer, qu'on est en arrêt, j'avais vu qu'il fallait aussi, par exemple, ne pas avoir de contraintes, donc ne pas avoir forcément de montre pour être plus dans l'instant présent, pas de sonnerie trop forte, pas de choses qui, tu vois, réduire les activités qui nous stimulent trop. Ça dépend du degré de burn-out, j'imagine. Évidemment, donc après, l'idée, c'est pas de se reproduire un emploi du temps. Alors, à 7 heures, je me lève, je fais mon ménage de 7 à 8. C'est sûr que c'est pas de se mettre un emploi du temps comme ça, mais il faut pas rien faire. Surtout pas. Et il faut avoir un rythme. Hein, c'est comme en période de chômage, quoi. En période de chômage, sans activité. Il faut se mettre un rythme tenable. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on va faire avec les gens qui viennent nous voir. On va leur demander, c'est quoi un rythme tenable? À quoi ça peut ressembler? Oui, parce que si on est trop en arrêt, si on fait plus rien, bah, ça va être trop dur de reprendre. Exactement. Et alors, est-ce qu'un burn-out, c'est long à guérir? Ou ça dépend totalement des burn-out? Bah, tout dépend combien de temps on le laisse traîner. Parce que j'en vois quand même, moi, quelques-uns qui ont fait des arrêts maladie, qu'on en repris, qui sont toujours pas au boulot, comme ta patiente, là, qui a pris 10 mois d'arrêt, bah voilà, c'est le même genre. Ouais, mais là, c'était un profil de quelqu'un, toute sa vie était au boulot. Pas marié, pas d'enfant, vivant loin de la région parisienne, qui avait dédié 58 ans, toute sa vie à sa carrière, quoi. 25 ans dans la même boîte, avec des départs à l'étranger, des postes haute fonction à l'étranger, qui était surinvesti, qui s'était cassé la jambe, mais qui était revenu en béquille au travail. Donc, l'épuisement était là depuis longtemps, en fait. Parce que la chute, c'était clairement une chute liée au burn-out. Oui, on en voit beaucoup, hein, des chutes ou des accidents, ça se passe beaucoup, comme si le corps, il nous disait, bon allez, stop, ma poule, là c'est bon, là, j'en ai marre. C'est fou. C'est exactement ça. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure sur la question des ressources, hein. Hmm, On économise, ouais, d'accord? Donc les chutes, tout ça, c'est un manque d'attention, de concentration, une ouais. fragilité musculaire, etc. C'est un épuisement de l'organisme, hein. Ouais, il peut... Burn-out, c'est l'épuisement. Donc, en effet, cette dame, elle a été arrêtée 10 mois, mais c'est rare. Moi, la plupart des gens, quand ils arrivent ou que je les repère, je leur demande de faire un arrêt, c'est une semaine, hein. La plupart, c'est une semaine à 2 semaines. C'est pas forcément si long. C'est très long si on a laissé traîner, si on a laissé le truc s'enquister, grossir, ouais. Et puis surtout si on se fait pas aider par, je pense, quelqu'un d'extérieur qui nous permet de se remettre en question, de fixer nos limites, comme on a dit en fait. Oui, un arrêt de travail n'est pas suffisant, hein, c'est ça. Il faut travailler sur ce qui nous a poussé à en arriver là. Exactement, ouais. Quand on recommence à travailler, c'est quoi les erreurs à éviter pour pas repartir dans ce cercle stressé infernal qui nous a amené au burn-out? Parce que c'est important de savoir un peu comment on gère les mails, la pression, comment on peut faire en fait. Ah, il y a plein de petites astuces. Alors, la première chose, c'est d'abord de repérer les limites. Donc, le rythme idéal, c'est le rythme qu'on a, entre guillemets, quand on est à la cool, fin de vacances. Là, on voit combien d'heures de sommeil on a besoin, ce qui nous va bien, ce dont on a besoin de manger, combien d'activités physiques on a besoin de faire, etc. Et donc, c'est ce rythme-là qu'il va falloir récupérer. Donc, pour éviter de retomber dans le burn-out, on a dit que dans l'épuisement, on a dit qu'il fallait déjà encadrer, mettre des limites aux horaires, au temps de travail. Ensuite, préserver à tout prix ses activités plaisantes. Plus on est stressé, plus on est fatigué, plus il y a de travail, plus il faut préserver ses activités plaisantes. D'accord? Son sport, sa peinture, que sais-je. Mais en tout cas, ces activités plaisantes, c'est important. Il faut vraiment les garder parce que ce sont des facteurs de protection. Autre chose, on va organiser le temps, leur apprendre à organiser le temps, savoir combien de temps on met à faire quoi. D'accord? Un mail, un coup de fil, c'est pas 5 minutes, c'est entre 5 et 20 minutes. D'accord? Donc, la plupart du temps, les gens disent, ah ben j'en ai pour 5 minutes à faire ci, à faire ça, à étendre le linge, j'avais un monsieur comme ça qui arrivait toujours en retard à mes entretiens parce qu'il disait, ah, je prends un dernier café. En fait, il arrivait un quart d'heure en retard
Parce que prendre un café, ça prend pas 5 minutes, en fait. Il faut le faire couler, il faut attendre qu'il refroidisse un peu, etc. Et donc, oui, en fait, c'est plutôt 15 minutes. Donc, systématiquement, mais c'est en discutant de ça, parce que lui, il arrivait toujours en retard, et c'était un sujet pour lui, la gestion du temps. La gestion du temps, c'est un facteur de stress aussi, hein. Je vois avec mon chéri qui ne maîtrise pas du tout le temps, et c'est vrai que 5 minutes pour lui, c'est 25 minutes, j'avais compté, hein. Bah oui, mais du coup, les gens qui se mettent 10 activités de 5 minutes en 1 heure, bah, si elles font pas 5 minutes et qu'elles font 25, on voit bien comment ils peuvent se sentir débordés, courir tout le temps partout. Oui, puis c'est vrai que les mails sont compliqués des fois à rédiger, il faut être concentré, on peut être déconcentré par un appel, enfin voilà, effectivement, ça peut prendre du temps, donc vaut mieux être large. Voilà, il vaut mieux être large. Déjà, il faut se budgéter dans le temps, dans la journée, du temps pour l'imprévu. Hmm, Toujours. ouais, Il y a toujours un imprévu, un coup de fil, un truc. Et puis si il n'est pas pris ce temps par un imprévu, bah très bien, bah on appelle un ami. ouais. Ou on va se promener, on va faire une petite course, on fait autre chose. Ou on fait une petite sieste, je sais pas. Mais en tout cas, il faut prévoir ce temps d'imprévu. Après, l'autre chose, c'est d'être ergonomique. Si j'ai plusieurs coups de fil à passer, je vais me réserver, je sais pas moi, 1 heure et je vais passer mes coups de fil. Mais tous mes coups de fil, d'accord? Je vais Oui. pas faire un coup de fil, un mail, un coup de fil, un mail, des allers-retours, etc. Ça, c'est fatigant, c'est pas ergonomique, c'est pas écologique. Quand je suis concentrée sur de la lecture, c'est plus facile pour moi de rester sur une activité de lecture. Ça me coûtera moins d'énergie et de ressources cognitives, intellectuelles, que de passer à une autre activité qui sera ou plus physique, ou plus orale, ou voilà. Donc, il s'agit de grouper les activités, de se donner du temps en fonction aussi de nous. Exemple, moi je sais que je réserve du temps le matin et le soir pour traiter les mails. Sortie de là, sauf si c'est un ajustement, finalement la réunion a lieu à 12 heures, etc. Voilà. Je vais peut-être mettre OK, mais sinon, c'est les mails qu'il faut vraiment traiter, pour lesquels il faut vraiment une réponse, pas juste OK ou un pouce en l'air. Je vais les mettre le matin ou le soir, un moment où j'ai que ça à faire. Hmm. D'accord? C'est le moment qui sera dédié pour. Après, pareil, les coups de fil, je vais avoir un temps pour gérer tous les coups de fil. Pourquoi c'est important? Parce que ces activités-là, à chaque fois que vous changez d'activité, à chaque fois qu'on change d'activité, on a un coût. D'accord? Un coût pour rediriger ses attentions, sa concentration vers autre chose. Oui, de l'énergie qui est dépensée. Ouais, ouais. Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a des métiers où c'est un peu toujours téléphone, mail, mais peut-être qu'on peut essayer d'en prendre conscience pour organiser différemment, peut-être pas matin et soir, mais voilà, peut-être regrouper les coups de fil en tout cas et se dire, bon bah allez, voilà, je mets une demi-heure pour faire ça et puis après je vais voir mes mails. Exactement. Ouais. Exactement. L'autre chose, c'est de pouvoir évaluer combien de temps nous prennent les tâches. Hmm. Hein? Si on prend l'exemple de ton chéri, bah, qu'il puisse lui se chronométrer et dire, OK, combien de temps je mets vraiment à faire ça? Vraiment à faire ça. Ah, bah, je mets 25 minutes. En fait, c'était pas 5 minutes. OK, bah, la prochaine fois, je budgète 25 minutes et pas 5. Ouais, ouais, c'est pas mal peut-être de noter dans son petit carnet pour les différentes activités, mais au moins ça évite Oui, les petits conflits. exactement. Et sur une semaine, on fait ça. J'en ai 5 minutes, j'en ai pour 5 minutes, je prépare le dîner. Et en fait, c'est un truc super long, risotto, et 2 heures plus tard, on n'est toujours pas à table, quoi. Et le pire, c'est qu'il est Euh, brûlé parce qu'entre-temps, il est parti voir les mails. Tu vois ce que je veux dire? Et là, hop. Exactement, exactement. Donc on n'hésite pas à se faire aider, c'est-à-dire que bah, on a voilà, les petites alarmes, on lance un truc à la cuisine, on se met une petite alarme si on veut tourner, si on veut être sur autre chose, ou alors on est encore une fois écologique et ergonomique et on reste dans la cuisine et on fait, je sais pas moi, les vitres, on nettoie les légumes, on range les yaourts, enfin bon. Mais les alarmes, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'effectivement, souvent, quand moi par exemple, je cuisine, mais en même temps, je vais repartir travailler dans mon bureau. Et donc, des fois, j'oublie un peu parce que je suis rededans, comme tu dis. Donc, j'ai utilisé de l'énergie pour me remettre dans mes mails ou dans mon travail. Et du coup, j'oublie, donc ça cuit un peu trop. Donc, c'est vrai que les alarmes, des fois, ça peut décharger un peu ton mental. Se dire, bon, bah voilà, j'y pense plus. Exactement. Ouais. Exactement. Tout ce qu'on peut soulager de notre tête, c'est bon à prendre. D'autre part, je préconise l'agenda papier. L'agenda papier, pourquoi? Parce que on voit avec les heures, parce qu'on voit bien le temps qu'on a de disponible. Là où sur le smartphone, il faut faire évoluer, bouger avec les doigts pour avoir une visibilité un peu plus générale, ou de la journée, ou de la semaine, ou du mois. Sur l'agenda papier, c'est beaucoup plus visible. Donc on voit les temps de repos, on voit à quel moment on a du temps pour autre chose, et ça rend une meilleure maîtrise du temps, meilleur contrôle du temps. Et puis, il y a un côté peut-être plus sympa aussi de noter, de reprendre un carnet. Ouais. Et puis il y a un côté réalisé, quoi. Je peux tiquer quand j'ai réalisé Hmm. ce que j'avais à faire. Ouais, c'est vrai, ouais.
Et alors, par rapport aux horaires, hein, comment on peut mieux gérer les choses? Donc, tu avais parlé d'un rendez-vous, de se mettre des rendez-vous, mais sinon, comment on peut se dire, bon, j'ai pas fini la tâche que je devais faire, mais c'est pas grave. Comment on peut tu vois, ne pas culpabiliser, en fait? Alors, on peut faire la liste de tous les facteurs qui m'ont poussé à. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là, D'accord. déjà? Et ça va nous aider à comprendre qu'il n'y a pas que... Il y a la charge de travail, il y a moi, la pression que je me suis mise, etc. On va essayer de décortiquer. Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Quels sont les facteurs? Et donc, quand on va voir tous les facteurs, on va voir qu'en fait, la partie liée à soi, au manque de gestion, au manque de compétences, etc., va être très réduite. Ouais. D'accord? Donc, faire la liste de tous les facteurs qui nous ont poussés à tomber là-dedans. Mais comme tu dis, il y a aussi beaucoup de pression qu'on se met avec nous-mêmes. Alors c'est vrai que c'est difficile d'apprendre à se dire, bon bah c'est pas grave, j'ai pas fini, je finirai demain quand on est perfectionniste. C'est tout un apprentissage, quoi. Oui, Et est-ce qu'on peut y arriver tout seul ou on est obligé d'avoir de l'aide extérieure pour changer cette mentalité? ça dépend des gens, ça dépend de leur capacité d'introspection. Des gens qui sont assez rapides et qui comprennent bien, et puis d'autres euh, pour qui il faut un peu plus les assister parce que c'est très ancré, c'est là depuis longtemps. Il y a l'image parentale, la déception que ça va entraîner, les choses qu'on a intériorisées. Donc, ça dépend des gens, mais c'est très important d'apprendre à détricoter les choses et de voir qu'est-ce qui a déclenché ci ou ça. Ça a assez évolué maintenant, on reçoit quand même des mails entre je sais pas, 22h et 2h du matin. Et je pense que quand on garde les notifications ou quand on regarde ses mails de boulot le soir, bah on a cette mauvaise conscience parce que si on répond pas, on se dit bah on n'est pas comme eux. Tu vois, je pense qu'aussi on se fait prendre à ce jeu. Alors moi j'essaie d'éviter dans tous les cas parce que je regarde pas mes mails en fait après, je sais pas, 21h parce que voilà, pour pas justement me stresser sur une demande avant de dormir. Enfin, je trouve que c'est une mauvaise idée. Mais je pense qu'il y en a qui se prennent au piège comme ça. Ils se disent bah lui Ouais. il répond à minuit. Tu sais, ça fait un peu bon bah moi je devrais faire comme lui. Ouais, mais alors il y a de plus en plus le droit à la déconnexion, etc. Et donc moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, j'avais un chef d'établissement qui était un ancien, vraiment un ancien, et qui me disait à raison, les gens qui répondent après 20 heures à leur mail ou le week-end sont des gens qui ne sont pas organisés. Bam. Du coup, le perfectionniste, il se dit, ah, tiens, une bonne raison pour moi. Non mais, et je crois qu'il a raison. Ou ils sont pas organisés, ou ils savent pas dire non, ou ils ont une charge trop importante. Mais c'est pas normal de répondre à 20 heures ou pendant le week-end. Non, mais je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui se disent, bah, si je réponds, ça le fait, ça fait genre que je suis investi dans mon travail. Enfin, tu vois, il y a ce Ouais, truc-là. donc c'est cette question de désirabilité sociale et la capacité à dire non. Ouais. Je recadre, y compris des mails de mes responsables, ce qu'ils font plus maintenant, mais quand ils m'envoyaient le week-end, bah, moi je répondais le lundi à 9 heures. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a plus trop de limites aussi dans notre société. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut les remettre. Et quand on a affaire. Alors, c'est en train quand même de changer, ça, avec le droit à la déconnexion, etc. Donc, c'est quand même en train de changer. Et on a de moins en moins quand même maintenant, en tout cas dans le monde de l'entreprise, parce qu'il y a quand même un peu de punition, euh, de mails intrusifs, tard, le soir, le week-end, etc. Il y en a quand même, mais c'est vrai qu'il faut résister, mais il faudrait même pas les regarder, c'est-à-dire qu'il faudrait les bloquer en fait. En fait, c'est à nous de fixer les limites, hein. C'est comme je fais, c'est ne plus regarder ses mails, s'obliger déjà de ne pas avoir ces notifications de mails. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée d'avoir des notifs toute la journée de tout d'ailleurs, parce que c'est hyper stressant et comme tu dis, tu perds de l'énergie à regarder toutes tes notifications. En fait, t'arrives plus à te concentrer sur une chose, t'es tout le temps perturbé. Bien sûr, et c'est très chronophage et tout le temps perturbé, tout le temps interrompu. Donc on voit que c'est pas écologique, c'est pas ergonomique comme je te disais tout à l'heure. Et donc évidemment, ça perturbe, ça distrait. Et le coût, tu te dis bien, hein, quand tu vois une notification sur ton téléphone, le coût pour se remettre après à ce qu'on était en train de faire, finalement, bon, c'est rien, mais c'est des allers-retours qu'on fait toute la journée et qui sont épuisants. Et de fait, on n'avance pas. Ah, c'est tout simple, mais j'ai des managers, je leur explique, mais fermez votre porte. Oui, mais il faut que je sois disponible pour mes collaborateurs. Oui, mais pas tout le temps. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez très bien leur dire, bah, je suis disponible de telle heure à telle heure. Et le reste du temps, je ferme ma porte et puis je bosse mes dossiers parce que j'ai aussi des dossiers à bosser. Donc, de pouvoir cadrer les choses, les collaborateurs sont tout à fait OK avec ça, hein. Il n'y a aucun problème, hein. C'est le manager qui se met cette pression-là, d'être disponible tout le temps. Ouais, exactement, comme Non? les perfectionnistes qui finissent au burn-out, c'est pareil, c'est à eux de changer finalement, c'est dans son microcosme aussi, hein. Alors bien sûr, il y a la société qui nous impose pas mal de choses, mais c'est vraiment à nous de fixer les limites, quoi. Je trouve que c'est un peu le message d'aujourd'hui. Exactement, Ouais. exactement. Et si on les fixe pas, il y en a pas. Bah oui, parce que j'allais dire, tu vois, une de mes dernières questions, c'était est-ce que finalement, ça ne serait pas les entreprises qui devraient changer leur manière de faire
Mais en fin de compte, je suis pas sûre qu'elles sont prêtes à changer. C'est plutôt à nous de fixer ces nouvelles règles pour changer finalement les entreprises. C'est les deux, hein. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de j'en demande toujours plus aux collaborateurs et en même temps, le collaborateur s'il dit tout le temps oui, ça va être compliqué. Donc après, les gens ont peur de perdre leur boulot, ils s'estiment peu. Donc il y a une vraie discussion à avoir autour de la charge de travail, la fiche de poste aussi. Quand on parlait de retourner au travail après, moi je leur demande d'écrire leur fiche de poste. Et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où ça n'a jamais été fait. La fiche de poste. La fiche de poste, c'est quelles sont mes missions, qu'est-ce que je dois faire. Parce que ça dépasse rapidement en fait. Ça dépasse Bah souvent. voilà. Oui, puis attendez, si je mets la participation, réunion machin, rédaction, rapport, bidule, on met tout, management de X et Y, si je mets écriture, rédaction des mails, lecture des mails, si je mets tout, je me rends compte que oui, mes journées de 7 heures, 7, 8 heures, 10 heures de travail sont très rapidement prises, quoi. Et donc, donc le dossier supplémentaire, je vais le faire la nuit, hein. Alors on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un livre, ou en tout cas un livre qui t'a marqué, lequel serait-il ? Ah, La pitié dangereuse de Stefan Zweig. En fait, c'est l'histoire d'un militaire autrichien euh, qui va pas tomber amoureux, qui rencontre une jeune femme d'une famille riche, handicapée, en fauteuil roulant, et qui va pas tomber amoureux, mais elle va tomber amoureuse. Et en fait, la pitié dangereuse, c'est comment il va se retrouver à ne plus pouvoir avoir de prise sur sa vie et à être un peu emprisonné. Donc c'est vraiment un lien avec ce burn-out, c'est un peu la confusion des sentiments, quoi, entre l'amour et la pitié, et à quel moment moi je fais prévaloir ce dont j'ai besoin par rapport à ce dont l'autre a besoin. J'ai trouvé ce livre très très beau, quoi. Ouais. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous. Une routine matinale qui s'étirer. Ouais. On s'étire pas assez et pourtant on est toujours assis, c'est vrai. S'étirer, ça fonctionnerait pour tous, oui. Une habitude à prendre. Ce qu'on disait tout à l'heure, prendre quelques minutes, 5 minutes le soir pour essayer de réfléchir à ce qui a été agréable, positif dans notre journée, ce qui a été trop, et voilà. Et puis aussi, effectivement, prendre 5 minutes pour se sentir, pour se recroqueviller dans son monde interne et se dire comment je me sens, c'est quoi mes émotions, est-ce que je suis tendue, est-ce que je me sens bien, est-ce que je suis stressée, où sont mes angoisses. Enfin, tu vois, je pense aussi mettre de la conscience dans ses émotions et dans ses sensations. Ouais, et arrêter de se juger. Ah bah ça, alors ça, ouais, ça clairement. Juste s'observer sans se juger. Ouais, ça serait une bonne habitude à prendre. Une habitude à supprimer. Le smartphone. Ou en tout cas les notifications. Ouais. Oui, non, mais les écrans quand c'est pas nécessaire, quoi. Les écrans, l'habitude de l'écran et du bruit sans raison. C'est-à-dire, si on met de la musique, ok, mais si on regarde un documentaire, ok, mais l'habitude de mettre quelque chose juste pour... Tu vois, moi j'essaie de m'exercer justement quand je suis en salle d'attente. J'essaie de pas systématiquement prendre mon portable. Alors c'est pas tout le temps, mais pareil dans le métro. Tu vois, ou alors je mets de la musique, mais je vois tout le monde qui est dans son téléphone et c'est vrai que j'essaye de plutôt de regarder les gens, de voir ce qu'ils font, à quoi ils ressemblent, un peu une sorte de connexion, hein, plutôt que d'être tout le temps recroquevillé sur mon écran. Exactement, se resociabiliser, regarder un peu ce qui se passe autour de soi. Alors Tout à c'est fait pas raison. pour autant qu'on va se parler dans le métro, ce qui est dommage, je trouve. Moi j'aimerais bien qu'on papote un peu, mais bon. Ouais. Euh, Ah faut aller, hein. Il y a plein de gens disponibles. Ah bah en En fait, ce qui est fait, marrant, c'est que j'aime bien, c'est faire un sourire. Ça perturbe les gens. Alors il y en a la moitié qui répondent pas parce qu'ils sont choqués. Pourquoi elle veut faire un sourire? Elle est folle, elle est bizarre. Mais des fois, effectivement, du coup, ils sont là. Ah, attends, ça fait du bien. C'est vraiment, tu sais, quand tu croises quelqu'un qui te sourit, tu t'y attends pas. Ça te fait une sorte de douceur qui arrive vers toi, une vague de douceur. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut changer le monde, c'est en souriant un peu plus. ce serait bien, ouais. Quel conseil tu pourrais donner pour garder la forme et se sentir bien? Essayer d'avoir un peu d'activité physique tous les jours et d'activité sociale tous les jours. Que ce soit un coup de fil ou... voilà, essayer de rester en contact et avec son corps et avec les autres. Ouais, ou croiser un voisin si on vit tout seul ou quelque chose comme ça, quoi. Parler Ouais, au mais gardien. prendre le temps de discuter 5 minutes avec son boulanger, enfin, des choses comme ça. Mais voilà, on sort du confinement. C'est vrai que pendant cette période-là, je pense que ça faisait particulièrement de bien d'avoir ce petit moment de sociabilisation et puis un peu d'activation physique, quoi. Alors, on parlait des étirements, un peu de marche à pied, sortir, prendre l'air. Un moyen de se déstresser rapidement. La respiration ventrale.
Alors toi, comment tu la pratiques, pour ceux qui ne savent pas? Alors moi, j'inspire en comptant dans ma tête 3 temps, donc, et en gonflant bien le ventre, comme ça. Je gonfle bien mon ventre, je bloque 1 à 2 secondes, pas plus, et je relâche tout. Et en fait, c'est faire ça en série de 10. Ça prend 1 minute, hein. Hmm. Voilà. Et en comptant pour essayer de court-circuiter avec nos ruminations quand on a la tête qui... Ouais. La médecine alternative à tester impérativement. Ah oui, moi j'aime bien l'hypnose. Pas mal, ouais. Quel conseil tu pourrais te donner à ton plus jeune toi, 15 ans plus tôt par exemple? Travaille pas trop. Bon, au final, ça a beaucoup bossé, j'imagine. Oui, ça a beaucoup bossé, mais pas que. Ouais. Ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver, Anne-Victoire? Alors, me lire, j'ai écrit un livre sur la schizophrénie. qui C'est s'appelle... pas trop le sujet, mais pourquoi pas, on sait jamais. Ouais, j'ai écrit aussi un peu sur la dépression, c'est de la lecture plus scientifique. Donc j'ai écrit Mieux vivre avec la schizophrénie, mais il y a des outils de gestion du stress en fait, hein. Gestion du stress, interaction sociale, voilà. Ça c'est chez Duno et c'est à mon nom, Anne-Victoire Rousselet. Et après, où est-ce qu'on peut me trouver? Alors j'ai fait un tout petit peu de médias sur RFI, RTL, et puis sinon dans mon cabinet. 10 rue du Four et sur le site de la FTCC. Eh ben merci beaucoup, Anne-Victoire. Bah, merci à toi, Léna, c'était un plaisir.